L'accusation s'appuie également sur la fameuse reconnaissance de dette. S'agit-il d'une preuve qui accuse Danny? Ou s'agit-il d'un élément, d'un scénario, pour faire de Danny le coupable idéal? On prête à Danny le Prince en quelque sorte une imagination et une technique quasi miraculeuse, c'est-à-dire que c'est un homme qui réussit à effacer toutes ses empreintes, mais en revanche il oublie, bien en évidence, une reconnaissance de dette, ça ne tient pas. Si c'est un scénario qui a été monté, il est grandiose, car on a aussi retrouvé des cheveux coupés dans les mains d'une des petites. À qui appartiennent-ils? C'est quand même très curieux. Parce que quand on se bat, c'est qu'il y a eu, on peut imaginer au départ, si on trouve des cheveux dans la main de cette gamine, qu'elle a tiré pour se dégager de son assassin, ou en tout cas qu'elle s'est battue. Or, il n'y a pas de bulbe, ce sont des cheveux coupés. Certainement que l'assassin, en mettant cette touffe de cheveux dans la main de la petite fille, pensait qu'on allait pouvoir identifier l'ADN, et certainement que cet ADN allait accuser Danny le Prince. Seulement, il ne savait pas qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens techniques, lorsqu'il n'y avait pas le bulbe du cheveu, de déterminer quel était l'ADN. Bon, on nage en pleine série américaine, mais la Sarthe, c'est pas les experts. Et la juge n'y met pas beaucoup de bonne volonté. Donc à l'époque, on peut pas, il n'y a pas le bulbe, on ne peut pas faire l'ADN. Dans la main d'une des petites filles, il y a une mèche de cheveux qui semble appartenir à Danny aussi. Je sais pas, ça je sais pas. Je vois pas ce que vous voulez dire, c'est possible, Donc à l'époque, les gendarmes disent il n'y a pas le bulbe, on ne peut pas faire l'ADN. On pourrait Ouais, faire non, mais aujourd'hui. si vous voulez, quand on dit qu'il semble. Non, mais ça fait deux éléments qui font mise en scène, qui font un peu Non, téléphoner. mais ça c'est votre idée. Si vous voulez, je ne vais pas commenter quelque chose que je ne connais pas, qui correspond à rien de ce à quoi. C'est pas mon idée, ça je vous dis les arguments que j'entends. Bah oui, mais bon, je ne vais pas réagir sur des arguments qui, moi, me parlent pas. Et toc, c'est ce qu'on appelle une fin de non-recevoir. Alors Danny aurait-il accompli un meurtre parfait? Car hormis cette reconnaissance de dette, il n'a laissé aucune trace, aucune empreinte. Le pantalon qu'il portait la veille a été analysé. Rien. Souvenez-vous des grandes lessives de Martine. Elle va laver apparemment toutes ses affaires. Seulement, on va se rendre compte par la suite qu'elle n'a absolument pas lavé les affaires de son époux. Quand on va retrouver les vêtements de Danny le Prince, les enquêteurs croient, dans un premier temps, avoir la preuve de la culpabilité de Danny, parce qu'on relève sur ses vêtements des taches brunes. Et on va penser que c'est du sang. Après un examen au microscope électronique à balayage, on va se rendre compte que ce sont des traces de rouille. De la rouille provenant de la cuisinière qu'il a déménagée la veille chez ses amis Malherbe. C'est donc bien le pantalon que portait Danny le soir des meurtres. Comment a-t-il pu massacrer 4 personnes sans qu'on retrouve du sang sur ses vêtements? Bon, on vient de le voir, les témoignages sont, on va dire, moyens crédibles. Alors il y a bien la reconnaissance de dette, mais elle est un peu téléphonée. Ensuite, il y a la feuille de boucher, mais on n'est pas sûr que ce soit la bonne feuille de boucher. En revanche, on a une trace ADN et on a des empreintes de pas. Ce ne sont pas celles de Danny. Et bizarrement, on va pas enquêter là-dessus. On va laisser ça comme ça. L'analyse des empreintes de pas, des semelles de type Doc Martens, n'ont rien donné. En tout cas, c'est pas Danny qui en portait. Comment les enquêteurs ont pu laisser de côté un ADN inconnu? C'est la seule preuve scientifique de l'éventuelle présence d'une personne étrangère à la famille sur les lieux du crime. L'ancienne directrice de la police scientifique de Paris, notre Jill Grissom à nous, n'a pas de mots assez durs pour ces enquêteurs qui ne se posent pas toutes les questions. Il faudrait faire beaucoup d'investigations, faire beaucoup de prélèvements dans l'entourage, parce que finalement l'entourage, on l'a que très peu interrogé. On a focalisé sur une famille entière sans savoir s'il n'y avait pas autre chose. Et puis, on a retrouvé une plaie sur le corps de Christian dans son bras, provoquée par un objet plat, droit et piquant. Sa longueur est au moins égale à 12 cm et sa plus grande largeur est de 3 cm et demi. Ce ne peut être qu'un couteau. Or, on n'a parlé que de feuilles de boucher. En mon âme et conscience, ils étaient au moins 2. D'abord, il n'y a pas qu'une seule arme, il y a une plaie en bras gauche qui n'a pas été analysée, qui a été faite par un autre instrument contondant que par la feuille de boucher, puisque c'est bien expliqué dans le dossier que c'est un élément pointu qui n'a rien à voir avec une feuille de boucher. Alors résumons, s'il y a 2 armes qui ont servi à tuer Christian, c'est peut-être qu'il y a 2 meurtriers. Et ça n'est pas ce que racontent Martine et Célia, mais bon, on n'est pas au bout de nos peines. Car même sur la chronologie des meurtres, il y a un doute quant à la version de Martine. Puisqu'elle prétend que lorsqu'elle voit son époux assassiner son frère Christian, elle se précipite dans la maison et que tout le reste de la famille a déjà subi et ils sont tous morts.
elle enjambe les cadavres. Le légiste va relever, lui, que normalement, Christian le Prince a été tué le premier et la famille après.